une information a retenu notre attention et pourtant elle est passée quasiment inaperçue dans les médias. Et pourtant, regardez, c'est ceci. Vous ne rêvez pas, vous lisez bien Apple Computer. C'est le premier Apple. Apple 1. Et surtout, regardez, vous rêvez pas. C'est pas une farce, il est en bois. Le support était en bois avec le clavier. C'était l'Apple 1. Mais malheureusement, eh bien, il n'a pas eu de succès. Mais celui-ci, en bois, des îles d'Hawaï, il est devenu collector. Il va être vendu aux enchères. Je vous donne la mise, à peu près. Allez, alors qu'à l'origine, il coûtait $600, on parle de 600 000 à 1 million de dollars. Donc voilà le début, ce que j'appellerais, moi, on est dans 1976, les débuts de la micro-informatique, mais on n'y a pas cru, si vous voulez. Il a fallu attendre la deuxième génération, que vous voyez ici, l'Apple II. Là, il y a eu un progrès beaucoup plus gros, clavier, et surtout, vous voyez, il fallait rentrer les informations et surtout le programme à l'aide de ce qu'on appelle des floppy disks, des petites disquettes qui tournaient très vite et qui flottaient sur un matelas d'air. Et la suite, eh bien, vous la connaissez, le véritable PC, c'est-à-dire Personal Computer, ça a été IBM en 1980. Eh bien, regardez en image l'histoire de la micro-informatique et vous allez voir dans laquelle les Français, à travers André Truong, étaient très présents et ont failli être les premiers. « 1940, le premier ordinateur, on appelait ça à l'époque le premier calculateur, un monstre destiné à calculer les trajectoires des canons de l'armée américaine durant la guerre. À l'intérieur, 12 500 lampes, 400 mètres carrés, 10 tonnes. Et regardez, 50 ans après, 1990, ce microprocesseur, à l'intérieur, plus d'1 million de transistors, une machine 10 000 fois plus puissante. Et entre les deux, ici, 1970, le premier micro-ordinateur construit par un Français. Voilà en raccourci 50 ans de progrès technologique, une formidable histoire que nous allons vous raconter avec, ne l'oubliez pas, comment ça marche le micro-ordinateur, comment ça marche le microprocesseur. 1937, l'Amérique vient de traverser la plus grande crise économique de son histoire. Elle en sort meurtrie et son administration doit gérer les 27 millions de dossiers de ses chômeurs. La carte perforée règne en maître sur tous les bureaux et IBM fait un malheur avec son matériel électromécanique. À l'époque, on ne parlait pas encore d'informatique. C'était de la mécanographie et les machines ont pour nom perforatrice, tabulatrice et trieuse. 1943, la planète vibre encore sous les bombardements. Deux mathématiciens du Massachusetts Institute of Technology, Prosper Eckert et John Mauchly, mettent au point un énorme calculateur pour résoudre les problèmes de trajectographie des canons de l'armée américaine. C'est l'ENIAC, un monstre de 10 tonnes qui nécessiterait aujourd'hui la surface de 4 appartements. Avec ses 18 000 tubes, il était capable d'effectuer 40 000 additions par seconde. Hier, un record, aujourd'hui, une dérision. 1951, l'armée s'efface devant le business. Du monstre de laboratoire naît en effet un engin plus civilisé, le Whirlwind, que l'on propose à la vente. Mais le monstre étonne, fascine
et on l'exhibe dans les shows TV. On lui fait par exemple calculer en direct, devinez quoi, des intérêts. Combien m'aurait rapporté, demande le journaliste, 24 $ placés à 6% depuis 1626. Réponse instantanée, plus de 4 millions de dollars. Un joli placement. 1960, Maurice Wilks a eu la géniale idée d'écrire, une bonne fois pour toutes, des morceaux de programme. Une révolution, car jusqu'à présent, à chaque fois qu'on utilisait un calculateur, il fallait tout reprendre depuis le début. Après la carte perforée, la bande perforée. C'est à cette époque que John Mauchly et Prosper Eckert fondent la première entreprise commerciale de calculateurs électroniques, Univac. Les banques, les premières, ont compris tout le parti qu'elles pouvaient tirer de ces étonnantes machines pour gérer des milliers de chèques. Et notamment les rentes des veuves de guerre. C'est également à cette époque que l'on tente d'apprivoiser la machine en dialoguant avec elle en direct au moyen d'un light pen, un crayon lumineux. Mais 13 ans plus tôt, en 1947, une découverte alors passée inaperçue allait bouleverser le monde des calculateurs. L'invention du transistor par 3 physiciens des laboratoires Bell, William Shockley, John Bardeen, Walter Brittain. 50 fois plus petits que les lampes à vide, les morceaux de germanium allaient faire basculer dans la simplicité et la miniaturisation toute une industrie. Et dès 1959, IBM sort le premier ordinateur entièrement transistorisé, le 1401. Et les choses s'accélèrent. De l'autre côté des États-Unis, en Californie, chez Fairchild, un jeune docteur S-Sciences de 27 ans, Robert Noyce, propose le premier circuit intégré. Certains craignaient de perdre leur ordinateur en le faisant tomber entre 2 lames de parquet. Mais nous savions que la miniaturisation allait rapporter gros. Très gros. Pendant ce temps-là, loin des découvertes des laboratoires, l'ordinateur, c'est ainsi qu'on commençait à l'appeler, connaissait ses outrances médiatiques. On est en Amérique, il est vrai. Et on n'hésitait pas à bénir le matériel. En France, Bull faisait appel à Poiret et Serrault pour vanter les vertus de ces gammas. Les données des calculs sous forme d'impulsion électrique provoquée par les trous des câbles. Et l'autre câble, là, retourne à la tabulatrice le résultat des calculs. N'est-ce pas, c'est ce que je vous avais dit? Vous m'avez dit pas mal de choses, mais pas ça. Non. L'aller et le retour sont instantanés, car le calculateur effectue 5800 opérations par seconde. Combien? 5800. Par seconde? Par seconde. Ah, ça saisit quand on ne s'y attend pas. Ah oui, tenez, moi j'ai un malaise. Ah, ça m'étonne pas. Mais c'est la course à l'espace qui allait accélérer la naissance de la micro-informatique. Nous sommes en 1961, les Russes triomphent avec un homme en lançant Gagarine autour de la Terre. L'Amérique est ridiculisée, John Kennedy lance son défi à la Lune. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Et c'était parti pour 8 ans de recherche et de développement. Pour décrocher la Lune, il fallait en effet des calculateurs petits, performants, résistants aux vibrations et à la chaleur. Bref, l'Amérique a mis la puce sur orbite et l'informatique devenait synonyme de progrès. 1964, IBM lance sa série 360 et révolutionne l'informatique avec des machines modulaires. Tandis que Digital, avec ses mini, sort l'ordinateur de ses salles climatisées pour le mettre chez l'utilisateur. À côté des mini, il y a les gros, les très gros, avec les CDC 6600 de contrôle data. On parle déjà de 350 000 opérations par seconde. Mais la deuxième révolution de l'informatique est en train de naître ici, à Palo Alto, au centre de recherche Xerox. Ici, on imagine l'ordinateur du futur. Et devant une assemblée de spécialistes médusés, Douglas Engelbart
fait une démonstration de commande de la machine, non plus par le clavier, mais avec un curieux appareil en forme de souris. C'est tellement simple qu'on se demande pourquoi ne pas y avoir pensé plus tôt. Il suffit de désigner l'objet. Et cette révolution va de pair avec celle du graphisme sur l'écran, où les fonctions sont représentées par des symboles, les icônes. Souris plus icône, il ne manque que le microprocesseur pour faire exploser l'informatique. 1971, à cette époque, on faisait déjà des circuits de plus en plus intégrés. Mais ce n'étaient pas encore des microprocesseurs. C'est à Tedoff, un jeune ingénieur de chez Intel, qu'en revint le mérite. À partir de là, tous les ingrédients étaient réunis pour le développement du micro-ordinateur. Et 2 ans plus tard, il voit le jour en France dans la société R2E, dirigée par André Truong. Effectivement, c'est vraiment le premier micro-ordinateur puisqu'il a été présenté au public en 1973. Comme vous pouvez le voir, c'était des cartes comme ceci. Sur celle-là, d'ailleurs, on avait une capacité de 2 kilooctets. On rentrait les informations par les clés. Ici, vous en avez quelques-unes, ici. Et les cartes s'enfichaient dans un bac. On sentait intuitivement qu'il allait avoir un besoin considérable de ce genre de machine, mais il y a 20 ans, c'était très difficile de penser que ça deviendrait aujourd'hui une industrie aussi importante. Vous avez eu la gloire, le succès? Ni la gloire, ni le succès, par manque de financement en France. Pourtant, il y a une dizaine d'années, j'étais le premier en Europe. Mais malheureusement, l'Europe n'est pas équipée pour les entrepreneurs comme nous. 1 an plus tard, une revue américaine propose tout simplement le micro-ordinateur en kit à monter soi-même, de quoi faire vaciller toutes les bases de l'informatique de grand-papa. D'un côté, il y a les bricoleurs de génie, de l'autre, les industriels qui ont pour nom Tandy, Apple et autres Commodore. Le micro-ordinateur descend en dessous du seuil fatidique de 1 000 $. Autre bricoleur de génie, Clive Sinclair, qui met la micro à la portée des écoles avec son ZX80. Un lecteur de cassette pour mémoire et le téléviseur pour écran d'affichage. On ne peut pas faire plus simple. Restait à donner une dimension mondiale à la révolution en cours. C'est Big Blue, IBM, qui l'a fait en lançant en 1981 son PC. For smoother scheduling, better planning, and greater productivity. It can help a manager excel and become a... L'ère des pionniers était terminée, l'ère industrielle avec ses standards commençait. Mais il manquait encore au PC, c'est ainsi qu'on l'appelait, une touche de convivialité pour en faire un objet de la vie courante à la portée des enfants, ne nécessitant aucune formation préalable. C'est Apple qui fait le saut avec son génial Macintosh. Mais depuis 1980, les machines se sont fait plus petites, plus rapides, plus performantes. Elles commencent à reconnaître la parole, à reconnaître l'écriture. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que depuis le début de l'informatique, le principe est resté toujours le même. La machine ne comprend que les 0 et les 1, c'est le système binaire. Et curieusement, avec une succession de 0 et de 1, on peut tout écrire, on peut tout décrire. Je vais montrer quelques exemples très simples. Tout d'abord, une lampe. Elle est dans 2 états. Soit elle est éteinte, soit elle est allumée. Lorsqu'elle est éteinte, je note 0. Lorsqu'elle est allumée, je note 1. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Attendez, lorsque vous tapez sur le clavier de votre ordinateur, à chaque touche, à chaque caractère, correspond une succession de 0 et de 1. Par exemple, voici A, c'est écrit avec des 0 et des 1. Mais Q, W, R, les chiffres. 3, 4, 5, 6, etc. Tenez, plus étonnant encore, regardez. Un point d'interrogation. Pour la machine, c'est une succession de 0 et de 1. Et un point, tout court, s'écrit également avec des 0 et de 1. On peut donc tout écrire. Je vous disais qu'on peut également tout décrire. Le téléphone aujourd'hui est numérique, la télévision est numérique. Regardez comment un ordinateur voit notre environnement. Par exemple, cet anneau, placé sous une caméra de télévision. Voici comment il est vu par la caméra et voici comment l'ordinateur l'analyse. Là où c'est gris, c'est 0. Là où c'est noir, c'est 1. 0, 1, 0. C'est ce que l'on appelle la digitalisation.
Ça, vous le connaissez, c'est le PC, le personal computer, autrement dit l'ordinateur que vous avez sur votre bureau. Je vous propose tout simplement d'aller à l'intérieur, de le visiter. Comment ? Eh bien, parce que nous sommes ici, à Boston, dans le Computer Museum, autrement dit le musée de l'ordinateur. C'est quelque chose d'unique au monde. Et on n'a pas hésité à construire 20 fois plus grand que nature un PC, de façon à pouvoir pénétrer à l'intérieur. Tenez, ça, c'est l'écran. Regardez, le voici 20 fois plus grand derrière moi. Ça, c'est le clavier. Eh bien, le clavier, il est 20 fois plus grand derrière moi. Et tout ceci fonctionne, mais au ralenti, pour comprendre comment ça marche. Donc, pour fonctionner, un ordinateur a besoin d'un certain nombre de données. Et ces données, on va les entrer. Comment ? Le plus simplement, regardez, avec les doigts. Et oui, à l'aide du clavier. Le principe, c'est le suivant. L'ordinateur interroge en permanence, ligne après ligne, le clavier. Il les balaye. Lorsque l'on enfonce une touche, on établit un contact entre deux fils perpendiculaires. Et à ce moment-là, l'impulsion donnée par l'ordinateur est dérivée, va dans un circuit d'ordinateur où lui, il sait quelle touche on a enfoncée et à quoi elle correspond. Voilà, c'est tout simple. L'autre façon de rentrer des données, c'est la souris. Ici, au Computer Museum à Boston, on utilise non pas une souris, mais un trackball. Autrement dit, c'est une souris qui a les pattes en l'air. Mais le principe est exactement le même. Il s'agit tout simplement de détecter les mouvements, les rotations d'une boule. Comment ? Eh bien, lorsque vous bougez la boule, elle entraîne deux roues. Une comme ceci, l'autre comme cela. Des roues perpendiculaires. Sur chaque roue, on a placé comme les rayons d'une roue de bicyclette des fils métalliques. Un balai vient à leur contact. Et donc, lorsque la roue tourne, il va compter combien de fils électriques passent devant lui. Il va faire des 0 et des 1. Il le fait comme ceci, il le fait comme cela. Autrement dit, on détecte parfaitement les déplacements de la boule. On le fait comme ceci, on le fait comme cela. Vous avez compris, à l'intersection, ça donne un point sur l'écran. C'est la flèche qui se trouve sur l'écran. Il suffit de faire ceci, de cliquer pour envoyer l'information à l'ordinateur. L'autre support, c'est un support magnétique, là, pour introduire massivement des données, comme le programme d'un ordinateur. C'est ce que l'on appelle le floppy disk. Regardez, le voici. Voilà. Là, il est agrandi 20 fois. Le voici dans la réalité. Et à l'intérieur, il y a un petit disque, vous voyez, recto verso, et il tourne, il flotte, en quelque sorte, sur un coussin d'air. Ce qui est le plus étonnant, c'est la manière dont il est lu par l'ordinateur. Vous voyez, là, on l'introduit dans notre ordinateur géant, mais derrière se trouve un lecteur, le voici. Et lorsque vous introduisez, regardez bien, le floppy disk à l'intérieur du lecteur, un petit mécanisme va ouvrir une fenêtre et va appliquer les têtes de lecture. Voilà. Ça y est, vous avez tout compris, vous savez tout. Eh bien maintenant, venez avec moi à l'intérieur de l'ordinateur, on va le regarder fonctionner. Nous allons donc voyager dans un micro-ordinateur, mais cette fois-ci, il a été grossi 50 fois pour des raisons, je dirais, de visibilité, de compréhension. Et on a le souci du détail à Boston. Regardez, on a reproduit l'interrupteur avec son voyant. Donc, nous allons à l'intérieur d'un micro-ordinateur. Je dirais ici, c'est le royaume de Gulliver. Tout est gigantesque. Mais attention, on a le souci du détail et cela fonctionne. Regardez, par exemple, la taille des vis, la taille des circuits. Qu'allons-nous faire ? Eh bien, nous allons nous promener sur ceci, sur ce qu'il y a dans votre micro-ordinateur, sur la carte qui porte tous les circuits. Et nous allons cheminer ici, à l'intérieur des circuits, mais grossi 50 fois. Et la première chose que l'on voit lorsque l'on pénètre dans ce gigantesque micro-ordinateur, c'est la plaque, c'est ceci qui porte les circuits, c'est la plaque sur laquelle on marche et qu'on appelle la motherboard. Elle est ici. Et cette plaque, elle porte, vous voyez, toutes les connexions entre les circuits. Alors, quel est le premier circuit que l'on rencontre dès que l'on pénètre à l'intérieur ? Eh bien, c'est ce mille pattes, c'est celui-ci. Quel est son rôle ? C'est un circuit d'interface. Il fait le lien entre l'intérieur, où je me trouve, et l'extérieur, là où se trouve le clavier et la souris. En effet, lorsque l'on tape sur le clavier, il arrive des 0 et des 1, mais à la queue leu-leu. Ils arrivent donc en ligne. Ils arrivent dans le circuit, où là, on va les mettre en forme, par paquet de 8. Lorsque le paquet est constitué, le circuit donne l'ordre au microprocesseur de vidanger la mémoire, et là, les 8 informations vont cheminer en parallèle. Ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
ça forme ce qu'on appelle un bus, et donc les 8, 0 et 1 cheminent comme ceci en direction du microprocesseur. Le voilà, c'est lui, c'est l'élément clé, c'est l'élément central de tout le micro-ordinateur. Vous le voyez ici, il a été agrandi 75 fois. Vous le retrouvez là, au centre de notre carte, et regardez, lorsque l'on enlève le capot, regardez ce qu'il y a à l'intérieur, on voit bien les zones de travail du microprocesseur. Dites-vous bien qu'il gère 20 millions d'instructions, 20 millions d'opérations par seconde. C'est colossal, c'est une gigantesque machine à gérer des mouvements d'information. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va par exemple chercher des données dans une mémoire, va les mettre ici à l'intérieur, va comparer, va faire des calculs. Le résultat va le mettre dans une mémoire, puis va l'afficher à l'extérieur, par exemple sur un écran ou sur une imprimante. On découvre donc qu'un micro-ordinateur, ce n'est rien d'autre qu'une formidable machine à brasser des flots, des flux colossaux d'informations. Et celui qui rythme tout, celui qui est le chef d'orchestre, regardez, il est là, il est tout petit, c'est l'horloge. C'est un quartz qui vibre 50 millions de fois par seconde et qui envoie donc ses tops à tous les organes du micro-ordinateur. Pour stocker de grandes quantités d'informations, des données, des programmes, l'ordinateur utilise, vous voyez, des disques. Ici, ils sont grossis 50 fois. Les voici dans la réalité. Ici, il y en a 8 d'empilés. C'est en quelque sorte le jukebox de l'informatique avec ses têtes de lecture. Regardez comment cela fonctionne, c'est extrêmement astucieux. Les informations, d'abord, sont stockées sur des pistes magnétiques que lisent des têtes de lecture. Un circuit va commander le disque sur lequel se trouve l'information, la tête de lecture et le secteur sur lequel elle se trouve. Et il va lire cette information. Il procède de même à l'envers. On sélectionne le disque, la tête de lecture et la piste pour écrire une information. Dans ces 8 disques, on peut stocker 400 millions de chiffres et de lettres, ce qui est colossal. Mais à côté de ces disques, il y a des mémoires beaucoup plus petites, mais beaucoup plus rapides. C'est-à-dire celle-ci. C'est une mémoire ROM, R-O-M, c'est-à-dire une mémoire dans laquelle on ne peut faire que lire. Elle est ineffaçable. Et dans cette mémoire, que trouve-t-on? On trouve les instructions fondamentales pour le fonctionnement interne de la machine. Autrement dit, c'est son cerveau profond. C'est ineffaçable, même lorsque l'on coupe le courant. Par contre, regardez, il y a des mémoires RAM, des mémoires dans lesquelles on peut mettre des informations et on peut également les lire. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a des mémoires dans lesquelles il y a les données sur lesquelles on travaille. Il y a des mémoires dans lesquelles il y a les instructions sur lesquelles on travaille. La machine va chercher une instruction, la met dans le microprocesseur, la décode pour savoir le travail qu'il a effectué, va chercher une donnée ici, la met dans un registre dans le microprocesseur, exécute l'instruction et met le résultat ici à l'intérieur. Et regardez ce document, vous voyez toujours filmé au microscope électronique les transferts de charges électriques à l'intérieur des mémoires. C'est le cœur profond du micro-ordinateur. Et là, tout se joue ici sur une carte. Regardez bien. Pour fabriquer une image de télévision et en couleur, il faut 3 couleurs. Une rouge, une verte, une bleue. Regardez comment procède l'ordinateur. Il va balayer ligne après ligne. Sur chaque ligne, il y a des points. Et à chaque point, regardez bien, il donne une succession de valeurs. Vous voyez, ce sont ces paquets de 8 bits, 8 binaires. Voilà donc comment il connaît la valeur de chaque point de l'image. Et tout ceci fonctionne en parallèle et arrive dans cet autre et ce dernier circuit où on va transformer les valeurs en courant électrique. Regardez bien, voici la valeur pour les points rouges, les points verts, les points bleus. Voici les valeurs affichées. Et là, on les convertit en tension électrique. À partir du moment où vous avez des tensions électriques dans un téléviseur, vous savez tout faire. Vous allez commander le crayon rouge, le crayon vert, le crayon bleu qui vous dessine l'image sur votre écran. Vous avez vu dans cette séquence qu'une partie a été tournée dans un musée étonnant à Boston, le Computer Museum, dédié à l'informatique. Malheureusement, ce musée a disparu, le matériel a été dispersé, et à un moment, on avait pensé, disons, pouvoir le racheter et l'installer en France, notamment à la Grande Arche. Malheureusement, on est en France, on n'y a pas cru, on n'a pas trouvé l'argent. Et puis vous avez bien noté que dans l'histoire du micro-ordinateur, eh bien, il y a eu une rivalité entre les Américains
et les Français, à travers mon ami André Truong. Mais malheureusement, là encore une fois, la France n'y a pas cru.